Une robe. Pas n'importe laquelle. Une création de soie bleu nuit, coupée avec une précision qui défiait le temps. Sa texture, encore riche et souple, racontait une histoire de soirée glamour, de flashs de photographes et de secrets chuchotés dans les coulisses du cinéma français. 30 ans après sa confection, elle reposait anonymement sur un cintre en métal, perdu au milieu de centaines d'autres vêtements dans une friperie parisienne ordinaire. Le prix affiché était dérisoire, une insulte silencieuse à la femme qui l'avait imaginé et cousue de ses propres mains. Pour le monde, ce N était qu'un vêtement vintage. Mais dans sa doublure, elle portait un fardeau, un cri silencieux qui avait attendu 3 décennies pour être entendu. Un secret brodé qui allait bientôt remonter à la surface, entraînant avec lui les fantômes d'un passé que certains croyaient enterré pour toujours. L'air de la boutique était lourd, chargé de l'odeur de naphtaline et des parfums oubliés. La poussière dansait dans les rares rayons de soleil qui perçaient la vitrine encombrée. C'est dans ce sanctuaire du passé qu'une jeune étudiante, à la recherche d'une pièce unique pour une soirée, a posé les yeux sur la robe. Elle était différente, elle détonnait. Sa couleur profonde, comme un ciel de minuit, et la simplicité élégante de sa coupe la distinguaient de tout le reste. La jeune femme l'a décrochée de son portant, le tissu glissant entre ses doigts comme de l'eau. Elle ne le savait pas encore, mais elle ne tenait pas seulement un vêtement. Elle tenait une clé, une pièce à conviction, le prologue d'une histoire tragique, dont le dernier chapitre restait à écrire. Une histoire qui allait la dépasser, et réveiller des forces endormies. Dans la cabine d'essayage exiguë, sous la lumière blafarde d'une ampoule nue, la magie opéra. La robe lui allait à la perfection, comme si elle avait été cousue pour elle. Était un sentiment étrange, une connexion immédiate avec le vêtement et son histoire invisible. En ajustant le col, ses doigts effleurèrent quelque chose d'inattendu à l'intérieur de la doublure, au niveau de la hanche. Une petite zone rugueuse, une imperfection sur la surface autrement lisse de la soie. Ce N était pas un défaut de fabrication, cela semblait intentionnel. Poussée par la curiosité, elle retourna le pan de la robe, pour examiner de plus près cette anomalie. Ce qu'elle y découvrit allait transformer sa trouvaille fortuite en une découverte macabre, la plongeant au cœur d'un mystère bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Les mots étaient là, brodés à la main avec un fil d'une teinte légèrement différente du reste des coutures, un détail presque invisible pour un œil non averti. 3 courtes phrases, un message de détresse aussi concis que glaçant. Aidez-moi, il m'a enfermé. J.P. Chaque lettre était une piqûre. Un appel désespéré, cousu dans le secret de la doublure. La calligraphie était tremblante, comme si elle avait été réalisée dans la hâte ou dans la peur. L'Elta, étudiante, sentit un frisson parcourir son échine. La robe de soirée glamour se transforma soudain en un linceul, en un témoignage d'une captivité. Les initiales, J.P. flottaient dans son esprit comme un code à déchiffrer. La signature d'un bourreau inconnu. Qui était cette personne? Et qui était la femme qui avait trouvé la force de laisser cette trace avant de disparaître? Nous sommes au printemps 2015. Ce message n'est pas un appel à l'aide récent. C'est un écho, une voix spectrale qui a traversé 30 années de silence. La robe, et le secret qu'elle contenait, dataient de 1985. 30 ans. Une vie entière. Le temps qu'il a fallu pour que ce cri soit enfin lu. Pendant que le monde tournait, que la mode changeait, et que les souvenirs s'estompaient, cette bouteille à la mer textile a voyagé, passant de garde-robe en garde-robe, attendant patiemment son heure. La découverte ne pouvait plus apporter un secours immédiat. L'urgence S était transformée en archéologie. Il ne s'agissait plus de sauver une victime, mais de lui rendre justice. De reconstituer le puzzle d'une vie interrompue et de donner un nom à la peur, qui avait été si méticuleusement brodée dans la soie. Pour comprendre la portée de ce message, il faut remonter le temps. Retour en 1985. Élise Dubois n'est pas une couturière anonyme. Elle est un nom, une légende naissante. Ses créations s'arrachent, les plus grandes stars du cinéma français ne jurent que par elle. On la surnomme la magicienne de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Son atelier est un lieu de pèlerinage pour celles qui veulent incarner l'acte, élégance et l'audace de l'acte. Élise est au sommet de sa gloire. Elle est jeune, brillante, et son avenir semble aussi radieux que les robes qu'elle confectionne. Elle est l'incarnation d'un certain Paris, celui qui brille sous les projecteurs. Un monde de talent, de pouvoir, et d'apparence où chaque couture doit être parfaite, et où chaque défaut est impitoyablement caché. Puis, à l'automne de cette même année, le silence. Élise Dubois disparaît. Du jour au lendemain, son atelier est fermé. Les appels restent sans réponse. Les rendez-vous sont annulés. La presse s'interroge pendant quelques semaines.
puis passe à autre chose. L'enquête de police est étonnamment brève, superficielle. La conclusion officielle tombe rapidement. Départ volontaire. On parle de surmenage, d'une envie de changer de vie, de fuir la pression de la célébrité. Une histoire simple, plausible, qui arrange tout le monde. La légende D. Élise Dubois s'achève sur une note de mystère romantique, celle de l'artiste qui choisit l'ombre plutôt que la lumière. Son nom s'efface peu à peu, devenant une note de bas de page dans l'histoire de la mode. Une étoile filante, qui a brûlé trop vite. Mais la robe bleu nuit raconte une autre histoire. Elle est la preuve matérielle que la version officielle est un mensonge. Une femme qui planifie un départ volontaire ne brode pas un appel à l'aide dans la doublure de l'une de ses dernières créations. Ce geste n'est pas celui de la liberté, mais celui du désespoir absolu. C'est l'acte de quelqu'un qui sait que ses jours sont comptés, qui utilise le seul outil qu'elle maîtrise, une aiguille et du fil, pour laisser une dernière trace, un dernier espoir, être retrouvé. La robe devient une relique, une pièce à conviction qui relie directement le glamour de 1985 à la froide réalité d'un crime. Les initiales, JP. A ne sont plus de simples lettres, elles sont le début d'une piste, la première fissure dans un mur de silence construit il y a 30 ans. La découverte de ce message n'est pas la fin d'un mystère, mais son véritable commencement. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une disparition qui refait surface, c'est tout un système qui est menacé. Le fil tiré par elle, étudiante dans cette friperie parisienne, est relié à des secrets bien gardés, à des réputations protégées et à des crimes impunis. Chaque point de broderie est une accusation silencieuse, qui menace de faire tomber les masques, et de révéler la vérité sordide, qui se cache derrière le faste des années 80. La question n'est plus seulement de savoir ce qui est arrivé à Élise Dubois. La question est de savoir qui savait, qui s'est tu, et jusqu'où ils sont prêts à aller pour s'assurer que les fantômes du passé restent bien enterrés. Chloé Martin tenait la robe entre ses mains, non plus avec l'admiration d'une historienne de la mode, mais avec la solennité d'une personne découvrant une relique sacrée. Dans son petit appartement parisien, la soie bleu nuit semblait absorber la lumière, créant une aura sombre et pesante. Le tissu, si doux et luxueux, était devenu le support d'une horreur indicible. Chaque fibre semblait vibrer d'une énergie ancienne, un mélange de glamour et d'angoisse. Elle avait passé sa carrière à chercher les histoires cachées dans les coutures de vêtements oubliés, mais jamais elle n'aurait imaginé tomber sur un récit si brut, si désespéré. La robe N était plus un simple vêtement. C était un mausolée de tissu, le dernier testament d'une femme dont la voix avait été étouffée il y a 30 ans. Ses doigts presque tremblants retournèrent la doublure. Les mots étaient là, indéniables. Aidez-moi. Il m'a enfermé. J.P.A. La calligraphie, maladroite et urgente, contrastait violemment avec la perfection des coutures principales de la robe. Chloé pouvait presque sentir la peur qui avait guidé l'aiguille. Elle imaginait la scène. Une femme, seule dans une pièce sombre, utilisant le seul outil à sa disposition, son art, pour lancer une bouteille à la mer. Le fil, d'une teinte subtilement différente, était un coup de génie né du désespoir, un détail conçu pour être découvert par un œil attentif. Un frisson parcourut Chloé. Ce N n'était pas une fiction. C était un message du passé, une capsule temporelle de terreur qui venait d'exploser dans son présent. Le choc initial laissa place à une vague d'empathie si puissante qu'elle lui coupa le souffle. « Aidez-moi ». Ce simple mot, universel et primal, transcendait les décennies. Ce N était plus une affaire de mode, ni même de journalisme. C était une connexion humaine, une main tendue à travers le temps. Chloé ressentit une responsabilité écrasante. Elle était la première personne, en 30 ans, à entendre ce cri. Le silence qui avait suivi cette broderie était assourdissant. Combien de fois cette robe avait-elle été portée, admirée, rangée dans une penderie, sans que personne ne soupçonne le secret qu'elle renfermait. Le poids de toutes ces années d'ignorance s'abattit sur ses épaules. Elle était désormais la gardienne de cette douleur, la dépositaire d'un dernier espoir. Puis, la colère monta, froide et précise. La phrase « il m'a enfermé » n'était pas une métaphore. Elle parlait de captivité physique, de privation de liberté, de violence. Le pronom « il » était un accusateur anonyme, une ombre sans visage, qui avait commis un acte impardonnable. Les initiales J, P, A, N étaient plus de simples lettres, mais la signature d'un monstre. L'instinct de la journaliste en elle prit le dessus. Ce N était pas seulement une tragédie, C était une piste froide, vieille de 3 décennies, mais une piste tout de même. Le mystère de la disparition d'Élise Dubois, cette couturière de génie dont elle connaissait la légende,
venait de prendre une tournure bien plus sinistre que la version officielle du départ volontaire. Chloé se leva et commença à arpenter son salon, la robe toujours à portée de vue, posée sur son canapé comme une pièce à conviction sur une table d'autopsie. Son esprit tournait à plein régime. 1985. Une époque de... Pour véritablement saisir l'abîme qui sépare le message brodé de son époque, il faut remonter le temps, jusqu'au cœur vibrant des années 80. Paris, en 1985, est une fête perpétuelle, un tourbillon d'audace, de créativité et d'excès. C'est l'ère du pouvoir et de l'apparence, où le monde du cinéma et celui de la haute couture ne font qu'un, dansant un tango enivrant sous les flashs des photographes et les néons des clubs privés comme les bains-douches. Dans cette capitale effervescente, les réputations se font et se défont en une soirée, et le talent est une monnaie aussi précieuse que l'influence. C'est un monde de surface brillante, où les secrets les plus sombres se cachent souvent à la vue de tous, dissimulés par éclat assourdissant du succès, et la complicité silencieuse d'une élite qui se protège. Au centre de ce cosmos glamour se trouve l'atelier Élise Dubois, niché dans une cour pavée de la prestigieuse rue du Faubourg Saint-Honoré. L'endroit n'est pas une simple boutique, c'est un sanctuaire. L'air y est un mélange enivrant de soie de lion, de café fort et du parfum signature Élise, un mélange de gardénia et de cuir. Des rouleaux de tissu rare s'empilent jusqu'au plafond, des croquis sont épinglés sur tous les murs, et le son constant des ciseaux fendant étoffe et du ronronnement des machines à coudre, crée une symphonie de la création. Élise, alors âgée de 29 ans, y règne avec une énergie farouche et une concentration absolue. Elle n'est pas simplement une couturière, elle est une architecte décor, une sculptrice de rêve, qui vit et respire pour son art, souvent jusqu'à épuisement. Sa renommée est fulgurante, presque mythique. On la surnomme la magicienne, car ses robes semblent dotées d'une vie propre, transformant celles qui les portent. Les plus grandes actrices du moment, de Catherine Deneuve à Isabelle Adjani, se pressent à sa porte, cherchant non pas un vêtement, mais une armure, une seconde peau, qui leur donnera confiance sur les tapis rouges du monde entier. Ces créations sont reconnaissables entre toutes. Des coupes audacieuses qui célèbrent la force féminine, des drapés d'une complexité folle, et une attention aux détails presque obsessionnelle. Elle est au sommet, une étoile montante dont l'avenir semble sans limite. Un symbole de cette nouvelle génération de femmes artistes, qui prennent le pouvoir dans un monde encore largement dominé par les hommes. Sa signature est synonyme d'élégance rebelle. L'homme qui a largement financé cette ascension fulgurante, est une figure tout aussi légendaire, Jean-Pierre Allard. À 45 ans, il est l'un des producteurs de cinéma les plus puissants et les plus craints de France. Son charisme est magnétique, son sourire peut illuminer une pièce, et sa colère peut briser une carrière. Il a le flair pour dénicher les talents, que ce soit des réalisateurs ou des actrices, et il les façonne à son image, les polissant jusqu'à ce qu'ils brillent de l'éclat qu'il désire. Allard est un bâtisseur d'empire, un homme qui ne conçoit pas le refus. Son influence étend bien au-delà des plateaux de tournage, dans les sphères politiques et médiatiques. Il incarne une forme de pouvoir absolu, un patriarche du 7e art, dont la volonté fait loi dans le petit monde parisien. Publiquement, la relation entre Élise et Jean-Pierre Allard est l'incarnation du couple artistique parfait. Il est son mécène, son mentor, elle est sa muse, sa protégée de génie. On les voit ensemble dans tous les galas, à toutes les avant-premières. Lui, protecteur et fier. Elle, radieuse, et reconnaissante à son bras. La presse people se délecte de leur histoire, la présentant comme une romance moderne entre le pouvoir et l'art. Ils sont le symbole d'une collaboration fructueuse, un duo qui semble invincible, alliant la puissance financière et l'influence d'Allard à la créativité sans borne d'Élise. Cette image, soigneusement construite, est leur plus belle création commune. Un chef d'art, œuvre de communication qui masque une réalité bien plus complexe et inquiétante. En privé, loin des regards et des caméras, la dynamique est différente. La générosité d'Allard a un prix. Un contrôle insidieux et grandissant. Son admiration pour le talent d'Élise se teinte d'une possessivité maladive. Il n'est pas seulement son mécène, il se considère comme son créateur, celui sans qui elle ne serait rien. Ses compliments sont souvent suivis de critiques déguisées sur ses fréquentations, ses choix, voire la coupe d'une robe jugée trop provocante. Il isole progressivement Élise de son cercle d'amis, la gardant dans la cage dorée de son succès. La passion qui les unissait au début se transforme lentement en une relation de pouvoir, où l'amour et la domination se confondent dangereusement,
un piège de velours qui se referme sur elle. Sophie Laurent, jeune actrice en vogue et protégée d'Allard, est l'une des rares à percevoir la fissure dans cette façade parfaite. En tant que cliente fidèle d'Élise, elle passe de longues heures à l'atelier pour ses essayages. Lors d'une de ces séances, alors que Élise ajuste une robe sur elle, Sophie murmure, le regard fuyant. « Fais attention, Élise. Avec Jean-Pierre, la lumière qu'il te donne peut te brûler. Il n'aime pas que ses étoiles brillent trop fort sans lui. » Élise, alors au sommet de sa confiance et encore aveuglée par l'ambition et peut-être l'amour, balaie l'avertissement d'un sourire triste, le mettant sur le compte de la jalousie ou du stress inhérent à leur milieu. Elle ne peut pas encore voir que le témoignage de Sophie n'est pas un conseil, mais le cri d'une autre captive. À l'automne 1985, l'atmosphère est électrique. Élise travaille sur ce qui doit être sa collection la plus personnelle et la plus révolutionnaire. Mais la pression est à son comble. Elle se sent de plus en plus étouffée par l'emprise d'Allard, dont les exigences deviennent des ordres. Un conflit gronde en elle, entre la gratitude qu'elle lui doit, et un besoin viscéral d'indépendance et de liberté artistique. Elle commence à prendre des rendez-vous secrets, à envisager une vie sans lui, à rêver de s'affranchir de son ombre puissante. Elle, équilibre précaire qui maintenait leur monde debout, est sur le point de se rompre. Élise s'apprête à prendre une décision qui scellera son destin, ignorant que dans ce monde de paillettes, chercher à s'enfuir est un crime que certains ne pardonnent jamais. L'automne 1985 marque un tournant décisif dans l'esprit d'Élise. Le succès, autrefois un moteur grisant, est devenu une prison dorée, dont Jean-Pierre Allard est le gardien intransigeant. Chaque compliment qu'il lui fait est désormais teinté d'une note de propriété, chaque conseil ressemble à un ordre déguisé. Elle sent son identité artistique se dissoudre sous l'influence écrasante de son mécène. La soif d'indépendance devient un besoin vital, une obsession qui la pousse à travailler en secret sur une nouvelle collection, une collection qui sera entièrement la sienne, financée par ses propres moyens. Ce n'est plus seulement une question d'art, c'est une déclaration de guerre silencieuse, une tentative de reprendre le contrôle de son nom, de sa vie et de son âme, avant qu'il ne soit trop tard. L'emprise psychologique d'Allard se resserre de jour en jour, devenant de plus en plus palpable. Ses visites impromptues à l'atelier ne sont plus des marques d'intérêt, mais des inspections. Il critique le choix d'un tissu, la coupe d'une épaule, mais surtout, il s'immisce dans sa vie personnelle. Il questionne ses appels, dénigre ses rares amitiés en dehors de leur cercle, et s'assure qu'elles ne soient jamais hors de sa portée. Son charisme public masque une jalousie maladive et un besoin de domination absolue. Il ne la voit plus comme une partenaire, mais comme sa plus belle création, un objet précieux qu'il refuse de partager ou de voir, émancipé. La cage dorée, autrefois si confortable, révèle maintenant ses barreaux d'acier. La rupture survient lorsque Élise, par un hasard tragique, découvre l'ampleur de la noirceur d'Allard. En cherchant un document dans son bureau lors d'une soirée dans son manoir, elle tombe sur un carnet de comptes personnels, qui détaille non seulement des malversations financières liées à sa maison de production, mais aussi des paiements réguliers à de très jeunes femmes, des actrices, qui n'apparaîtront jamais dans aucun film. Le nom de Sophie Laurent y figure, à côté de dates qui coïncident avec le début de sa carrière. Élise comprend alors la nature du secret que l'actrice avait tenté de lui murmurer. Ce n'est pas seulement un homme contrôlant, c'est un prédateur. Cette révélation la glace d'effroi et la remplit d'une détermination nouvelle. Elle doit non seulement partir mais elle doit le faire en emportant des preuves. Pendant ce temps, au 36 quai des Orfèvres, un jeune inspecteur du nom de Luc Bernard commence à se faire un nom. Ambitieux et idéaliste, il croit encore en une justice égale pour tous. Cependant, il apprend vite les règles non écrites du métier. Certains noms, comme celui de Jean-Pierre Allard, sont chuchotés avec un mélange de crainte et de respect dans les couloirs. L'homme a des amis haut placés, des ministres dans son carnet d'adresses, et son avocat est une légende du barreau. Bernard entend ses supérieurs répéter la même rengaine. On ne dérange pas ce genre de personnes pour des broutilles. Une aura d'impunité entoure Allard, un bouclier invisible qui le protège des conséquences de ses actes, et qui, bientôt, rendra toute enquête sur la disparition d'Élise pratiquement impossible. La robe en soie bleu nuit devient le point d'orgue de cette période de trouble. C'est la pièce maîtresse de sa collection, Libération, une création qui incarne tout ce à quoi elle aspire. Une élégance sobre mais forte, une fluidité qui suggère le mouvement et la fuite, et une couleur profonde comme la nuit, dans laquelle elle espère bientôt disparaître pour renaître. Chaque point de couture est un acte de défi.
Elle y met toute sa rage, toute sa peur, et tout son espoir. La robe est bien plus qu'un vêtement, c'est un testament, le dernier chef, œuvre d'une femme qui joue sa dernière carte. Elle la confectionne pour une cliente imaginaire, une femme libre, une femme qu'elle espère devenir elle-même. Le plan D, Élise est méticuleusement préparé. Elle a ouvert un compte en banque secret, contacté un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle pour protéger ses nouvelles créations, et préparé une petite valise avec le strict nécessaire. Son agenda, retrouvé plus tard, mentionne un dernier rendez-vous avec Jean-Pierre Allard dans son manoir de campagne. L'objet de la rencontre est noté en 3 mots lapidaires. Tout arrêter. Rendre clé. Elle n'envisage pas de fuir comme une voleuse. Guidée par une forme de courage ou de naïveté, elle veut le confronter, lui annoncer sa décision en face, rompre le pacte faustien qui la lie à lui. C'est une décision qui la met en danger mortel, car elle sous-estime jusqu'où un homme comme Allard est prêt à aller pour ne pas perdre. L'omerta qui règne dans le milieu du cinéma français des années 80 est un personnage à part entière de cette tragédie. Tout le monde sait. Les assistants, les autres actrices, les journalistes people, tous connaissent la réputation d'Allard. Ils connaissent ses colères explosives, ses caprices, sa façon de traiter les femmes comme des possessions. Mais personne ne parle. La peur de se retrouver sur une liste noire, de voir sa carrière brisée net, est plus forte que la morale. Ce silence complice crée une bulle d'impunité autour d'Allard, le convainquant qu'il est au-dessus des lois. Élise, en décidant de le défier, ne s'attaque pas seulement à un homme, mais à tout un système qui protège ses prédateurs. Les derniers jours avant sa disparition sont empreints d'une tension électrique. L'atmosphère à l'atelier a changé. Élise est nerveuse, distraite, sursautant au moindre bruit. Ses assistantes la voient passer des appels chuchotés, et cacher des documents dans un double fond de son sac. De son côté, Allard, sentant qu'elle lui échappe, devient omniprésent, son comportement passant de la surveillance à une menace à peine voilée. Il lui rappelle tout ce qu'il a fait pour elle, tout ce qu'elle lui doit, dans un monologue qui sonne à la fois comme une déclaration d'amour et un avertissement. L'atelier, jadis un havre de création, est devenu le théâtre d'un drame psychologique dont l'issue fatale approche à grands pas, cousu fil par fil dans la doublure d'une robe bleu nuit. La première étape de Chloé fut pragmatique, presque clinique, une tentative de séparer le fait de Lou, émotion qui la submergeait. Elle emporta la robe non pas chez un historien, mais chez un expert en textiles anciens, un petit homme aux lunettes épaisses dont l'atelier sentait la laine et le temps. Il examina la robe avec une déférence quasi religieuse, ses doigts experts glissant sur la soie, puis se concentrant sur la doublure. Sous une loupe puissante, il étudia la broderie avec une attention méticuleuse, analysant la tension du fil, sa composition, son vieillissement. Son verdict tomba après un long silence, aussi lourd et irrévocable qu'un coup de marteau. Le fil utilisé pour le message était d'une fabrication typique du milieu des années 80, et la décoloration était cohérente avec un vieillissement de 3 décennies. La broderie était aussi vieille que la robe elle-même. De retour dans son appartement, la confirmation de l'expert pesait comme une chape de plomb. Ce N était plus une hypothèse, une fantaisie morbide. C était une certitude glaciale. Une femme, 30 ans plus tôt, avait bel et bien cousu cet appel au secours dans un moment de désespoir absolu. Chloé posa la robe sur son lit, la regardant d'un œil nouveau. Le vêtement N était plus un simple objet de mode vintage, C était devenu une relique silencieuse, le témoin d'une tragédie. Elle ressentit une connexion profonde et troublante avec cette femme inconnue, Élise Dubois. Une vague de responsabilité l'envahit. Le hasard l'avait désignée comme la dépositaire de ce secret, et elle ne pouvait plus reculer. Rendre justice à cette voix étouffée était devenu une mission personnelle, presque une obsession naissante. Le lendemain, Chloé s'immergea dans le silence feutré des archives de la Bibliothèque nationale de France. Entourée de l'odeur de papier jauni et du bourdonnement des lecteurs de microfilms, elle se lança dans une quête méthodique. Les initiales, JP. A, étaient son seul point de départ. Elle passa des heures à faire défiler les pages des magazines de mode et des journaux People, de l'année 1985. Elle balayait des centaines de visages, de noms, d'articles sur les fêtes, les galas et les avant-premières. Le monde D, Élise Dubois défilait sous ses yeux. Un univers de paillettes, de sourires figés, et de succès éclatants. Mais derrière chaque photo, Chloé cherchait une ombre, une dissonance, un indice qui pourrait donner un nom au bourreau. L'enquête était fastidieuse, un travail de fourmi dans un labyrinthe de souvenirs imprimés. Les heures S écoulèrent, marquées par le cliquetis de la machine.
Puis, un visage apparut, encore et encore, aux côtés d'eux, Élise. Un homme au charisme solaire, au regard pénétrant, dont le nom revenait systématiquement dans les légendes des photos. Jean-Pierre Allard. Producteur de cinéma. Mécène. Et, selon les articles les plus indiscrets, l'amant d', Élise Dubois. Les initiales correspondaient parfaitement. J.P.A. La découverte fut comme un choc électrique. Sur une photo particulièrement parlante, prise lors du Festival de Cannes 1985, Allard tenait Élise par la taille, son sourire triomphant contrastant avec le regard lointain, presque mélancolique, de la jeune femme. L'image, destinée à vendre le rêve d'un couple puissant et glamour, racontait désormais une toute autre histoire à Chloé. Chloé resta figée sur l'image, l'imprimant pour elle, étudiait plus en détail. Le langage corporel était criant, une fois qu'on savait quoi chercher. La main d'Allard N était pas simplement posée sur la taille D, Élise, elle la serrait, comme pour marquer sa propriété. Son corps était légèrement tourné vers elle, protecteur mais aussi dominateur. Le sourire D, Élise, si radieux pour les autres, N, était qu'une façade. Elle le savait, ce N était pas une preuve tangible, pas quelque chose qu'elle pourrait présenter à un tribunal, mais était une certitude intime, une conviction viscérale. Elle imprima la photographie en grand format, et elle, épingla sur le mur de son bureau, juste à côté de son plan de travail. Le visage souriant d'Allard et le regard vide d', Élise la fixait désormais en permanence, un rappel constant du drame qui se jouait derrière les apparences. Cette image devint son obsession, le nord de sa boussole morale, la poussant à creuser plus loin, à déchirer le voile de glamour, pour révéler la vérité sordide qui se cachait en dessous. Cependant, l'intuition et les coupures de presse ne suffisaient pas. Pour transformer une conviction en une enquête solide, Chloé avait besoin de plus. Elle devait trouver un lien tangible avec le passé d'Élise, une source directe, qui pourrait confirmer ses soupçons grandissants. Son travail quitta le monde des magazines pour celui, plus austère, des archives publiques. Pendant des jours, elle s'enferma dans une quête fastidieuse, épluchant les registres des états civils, les anciens annuaires téléphoniques et les listes électorales. Le nom Dubois était courant, et la piste semblait se noyer dans un océan d'homonymes. Chaque recherche infructueuse était une nouvelle frustration, mais la photo sur son mur la poussait à continuer, à refuser d'abandonner la femme au regard triste qui semblait l'implorer de ne pas l'oublier. La percée arriva de manière inattendue, au détour d'un vieil article local qui n'avait rien à voir avec la mode. Il relatait une petite cérémonie en province dans les années 90, en l'honneur des parents d'Élise, décédée. L'article mentionnait leur seul autre enfant, une fille cadette, nommée Claire. Ce nouveau nom fut la clé. En croisant cette information avec des bases de données plus récentes, Chloé trouva une correspondance. Claire Dubois, épouse Petit, était également décédée quelques années plus tôt, mais elle avait laissé une fille. Une nièce. Hélène Petit, résidant à Caluire-et-Cuire, une banlieue tranquille de Lyon. 30 ans après la disparition, il existait encore une famille, une mémoire vivante. La distance géographique semblait soudain insignifiante face à la promesse de ce lien enfin retrouvé. Le cœur battant, Chloé composa le numéro. La conversation fut délicate, presque chorégraphiée. Elle se présenta comme une journaliste passionnée par l'héritage d'Élise, souhaitant écrire un article pour lui rendre l'hommage qu'elle méritait. Au bout du fil, la voix d'Hélène était empreinte d'une surprise méfiante, rapidement remplacée par une mélancolie palpable. Elle expliqua qu'elle n'avait que 10 ans lorsque sa tante avait disparu, et que le sujet était devenu un tabou familial, une blessure jamais refermée. On n'en parlait jamais, confia-t-elle d'une voix faible. Était comme si avouer sa disparition était une honte. Chloé sentit le poids de décennies de silence et de chagrin non résolu, comprenant qu'elle marchait sur un terrain émotionnel fragile et sacré. Plutôt que de brusquer Hélène avec la vérité brutale de la robe, Chloé choisit l'empathie. Elle parla du génie créatif d'Élise, de la beauté intemporelle de ses créations, de l'injustice de son oubli. Lentement, la méfiance d'Hélène se mua en confiance. Touchée que quelqu'un s'intéresse encore à sa tante pour son talent, et non pour le mystère de sa disparition, elle accepta de rencontrer Chloé. C'est alors qu'elle mentionna, presque incidemment, un détail qui fit bondir le cœur de la journaliste. « Ma mère a tout gardé, dit-elle. Après la fermeture de l'atelier, elle a récupéré quelques affaires. Tout est dans une vieille boîte, à la cave. Des croquis, des lettres, des choses que la police n'a jamais vraiment regardées. Le trajet en TGV vers Lyon fut un moment suspendu dans le temps.
Assise près de la fenêtre, Chloé regardait le paysage français défiler à toute vitesse, mais son esprit était ailleurs, plongé 30 ans en arrière. Elle serrait dans son sac une copie de la photo d'Élise et Allard, un rappel constant des enjeux. Cette vieille boîte était devenue une sorte de Graal, une capsule temporelle, qui pouvait soit contenir des souvenirs innocents, soit receler la clé du mystère. L'excitation de la découverte se mêlait à une angoisse sourde. Et si la boîte ne contenait rien? Ou pire, si elle contenait la preuve irréfutable d'une fin tragique? Chaque kilomètre la rapprochant de Lyon la rapprochait aussi d'une vérité qu'elle devrait être capable d'affronter. Hélène Petit lui ouvrit la porte de son appartement, un lieu simple et chaleureux. Elle avait la quarantaine, et dans ses yeux, Chloé reconnut la même profondeur que sur les photos de sa tante. Sans un mot, Hélène la conduisit à une table, où reposait une grande boîte en carton, recouverte de poussière. « La voilà !» dit-elle simplement. Le moment était solennel. Hélène coupa le vieux ruban adhésif jauni, et souleva le couvercle. Une odeur de papier vieilli, de parfum évanoui, et de tissu sain, échappa, comme un soupir libéré après 30 ans de silence. À l'intérieur, pêle-mêle, se trouvaient des carnets de croquis remplis de silhouettes élégantes, des liasses de lettres attachées avec des rubans de soie, et des échantillons de tissus précieux. Était l'univers d'Élise, intact et poignant. Les mains de Chloé étaient légèrement tremblantes, alors qu'elle explorait ce trésor avec une délicatesse infinie. Sous une pile de lettres, elle sentit la reliure rigide d'un carnet plus épais que les autres. Elle le sortit. Était un agenda en cuir noir, portant l'année 1985 en lettres dorées. Le souffle court, elle l'ouvrit. Les pages étaient couvertes de l'aile, écriture vive et précise d'Élise, un calendrier de sa vie trépidante. Chloé tourna les pages avec une fébrilité croissante, cherchant la date fatidique de l'automne. Elle la trouva. La dernière semaine d'octobre. Sur le jour de sa disparition, une seule ligne était écrite, d'un trait ferme, presque agressif. 4 mots qui firent l'effet d'une déflagration, astérisque, rendez-vous campagne. JPA, tout arrêté. Astérisque. Ce N n'était pas un départ volontaire, était une confrontation planifiée. L'inscription dans l'agenda d'Élise était une bombe à retardement. Rendez-vous campagne. JPA tout arrêté. Ces 4 mots, écrits d'une main ferme, transformaient la narrative du départ volontaire, en une confrontation planifiée. Pour Chloé, était la confirmation que le dernier jour de la vie publique d'Élise était lié à une rupture avec Jean-Pierre Allard. Cependant, elle savait aussi que cette note, si puissante soit-elle, restait une pièce de puzzle isolée. Devant un tribunal, ou l'opinion publique, ce ne serait qu'une intention. Cela ne prouvait pas la séquestration, encore moins le meurtre. Pour donner un poids à cette découverte, elle devait trouver une faille dans l'enquête officielle de 1985, une preuve que la police avait ignorée, volontairement ou non, cette piste évidente, qui menait directement au puissant producteur. La mission de Chloé changea de nature. Elle ne cherchait plus seulement des souvenirs, mais des erreurs, des omissions, des mensonges institutionnels. Son enquête la mena dans les méandres poussiéreux des archives de la préfecture de police. Elle passa des jours à demander des dérogations, à se battre contre une bureaucratie lente et méfiante, pour finalement obtenir l'accès au dossier de disparition classé ED 85-3491. Le rapport était d'une minceur affligeante, quelques pages à peine, concluant rapidement à un « éloignement volontaire pour cause de surmenage ». Mais un nom revenait sur plusieurs procès-verbaux d'audition de témoins, celui de l'inspecteur chargé de l'enquête initiale, un certain Luc Bernard. Un nom qui n'apparaissait plus dans les effectifs actifs. Il était sa prochaine cible, le gardien potentiel des secrets de cette enquête bâclée. Retrouver Luc Bernard fut un travail de détective en soi. Après des semaines de recherche dans d'anciens annuaires et registres, elle le localisa enfin. Il vivait retiré dans une petite maison en Normandie, loin de l'agitation parisienne qu'il avait fui. L'homme qui lui ouvrit la porte n'avait plus rien du jeune inspecteur ambitieux des photos d'époque. Était un homme d'une 70aine d'années, le visage buriné par le temps et les regrets, le regard las de celui qui a trop vu, et qui préférerait oublier. Quand Chloé se présenta et évoqua le nom d'Élise Dubois, une porte de fer sembla se fermer dans ses yeux. Il refusa de parler, marmonnant que cette affaire était morte et enterrée, et qu'il fallait laisser les fantômes en paix. Chloé ne se laissa pas démonter. Elle n'avait pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. Au lieu d'insister, elle sortit de son sac une photo de la robe bleu nuit, puis une autre,
un gros plan sur la broderie funeste. Ce n'est pas un fantôme, monsieur Bernard. C'est un appel à l'aide, qui a attendu 30 ans pour être lu. Aidez-moi. Il m'a enfermé. JPA. JPA. Elle laissa les mots flotter dans l'air lourd de la pièce. Luc Bernard fixa la photo. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. Le masque de cynisme se fissura, laissant entrevoir une douleur ancienne. Il la fit entrer sans un mot, le poids de 3 décennies de silence s'abattant soudain sur ses épaules voûtées. Dans le salon encombré qui sentait le feu de bois et le café froid, Luc Bernard se mit à parler. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en force à mesure que les souvenirs remontaient, teintés de colère et de honte. Il lui raconta l'enquête de 1985. Il lui parla du témoignage crucial qu'ils avaient reçu dès le 2e jour, celui d'une voisine de l'atelier D, Élise. Cette femme, aujourd'hui décédée, avait juré avoir entendu une dispute d'une violence inouïe la nuit de la disparition. Elle avait entendu des objets se briser, la voix de Élise crier « Laisse-moi partir !» et la voix d'un homme, puissante et menaçante, lui répondre. Un témoignage en or, le point de départ de toute enquête sérieuse. Mais ce témoignage ne figura jamais dans le rapport final. Luc Bernard baissa les yeux en avouant la suite. Le lendemain de cette déposition, il avait été convoqué dans le bureau du commissaire de l'Aile, Époque. L'ordre était tombé, direct et sans appel. Cette affaire est sensible, Bernard. Le nom d'Allard est mentionné. On ne va pas importuner un homme de cette stature pour une crise de nerfs d'artiste. Classez-moi ça. Départ volontaire. Point final. L'inspecteur, alors jeune et soucieux de sa carrière, avait obéi. Il avait enterré le témoignage, bâclé les dernières auditions, et signé le rapport qui concluait à la fuite d'Élise. Était le plus grand regret de sa vie, une lâcheté qui le hantait depuis 30 ans. La révélation fut un séisme pour Chloé. L'affaire prenait une dimension nouvelle, bien plus sombre. Il ne s'agissait plus seulement d'un potentiel crime passionnel, commis par un homme puissant, mais d'une conspiration du silence, d'une obstruction active de la justice orchestrée au plus haut niveau de la police parisienne pour protéger l'un des leurs. Jean-Pierre Allard, était pas seulement un suspect, il était un homme intouchable, un homme dont l'influence était si grande, qu'elle pouvait étouffer la vérité avant même qu'elle n'ait une chance d'éclore. La disparition d'Élise était pas un mystère, était un secret d'État à petite échelle, gardé par la peur et la corruption. L'ampleur du danger devint soudainement palpable. Luc Bernard la regarda avec une gravité nouvelle. « Faites attention, jeune fille. Si vous remuez cette affaire, Allard le saura, il a encore des amis partout. Cet homme n'est pas juste un prédateur, c'est un manipulateur de génie. Il ne laisse pas de traces, il fait en sorte que les gens disparaissent, que les dossiers se perdent, que les carrières se brisent. Vous ne vous attaquez pas à un vieil homme, vous vous attaquez à un système qu'il a bâti autour de lui pendant 50 ans. Il a senti que je voulais creuser Époque, et ma carrière a stagné jusqu'à ce que je parte. Il vous sentira venir, lui aussi. » Cette mise en garde, loin de la décourager, décupla la détermination de Chloé. La peur commençait à se mêler à sa colère, mais était une peur motrice. Elle était plus seule. Elle avait un allié, un homme brisé par le remords, mais dont la mémoire était une arme. La confession de Luc Bernard lui donnait le comment, l'enquête avait été étouffée. Il lui fallait maintenant trouver le témoin qui pourrait lui fournir le pourquoi. Élise devait être réduite au silence. Il existait une personne qui avait gravité dans l'orbite d'Allard et d'Élise, une femme qui avait tout vu, tout entendu, et qui avait choisi de se taire pour survivre. Son nom était sur toutes les photos de Elle. Époque, Sophie Laurent, l'actrice fétiche d'Allard. Le lendemain, Chloé commença à recevoir des appels de numéros masqués. Pas de voix, juste un silence pesant au bout du fil, qui durait quelques secondes avant de raccrocher. Était subtil, mais le message était clair. On la surveillait. Son ordinateur portable se mit à avoir des comportements étranges. Des fichiers s'ouvrant seuls. La paranoïa s'installa, mais avec elle, une certitude glaciale. Elle était sur la bonne voie. Allard, ou ses sbires, commençaient à s'inquiéter. L'enquête était plus un exercice intellectuel ou historique. Était devenu un combat personnel et dangereux. La robe bleu nuit était plus seulement une pièce à conviction, était devenue un étendard, le symbole d'une bataille qu'elle était désormais obligée de mener jusqu'au bout. Avec l'aide de Luc, qui réactiva à contre-cœur quelques anciens contacts, Chloé obtint une copie non officielle du témoignage original de la voisine, celui qui avait été détruit. Le papier était jauni,
la transcription tapée à la machine à écrire, mais les mots étaient là, crus et terrifiants. La voisine décrivait, des cris de bêtes blessées, et le son d'un corps qui heurte un mur. Était une preuve matérielle de la violence de cette nuit-là, un document qui n'aurait jamais dû survivre. Armée de cette preuve de la violence, étouffement de l'affaire et du témoignage de Luc, Chloé savait qu'elle avait de quoi faire pression sur la seule personne qui pouvait encore faire tomber Allard, Sophie Laurent. La confrontation était inévitable. Retrouver Sophie Laurent s'avéra être une épreuve aussi complexe que de déchiffrer le passé lui-même. L'ancienne icône du cinéma avait méticuleusement orchestré sa propre disparition de la vie publique, effaçant ses traces avec une application qui frisait la paranoïa. Les registres officiels ne menaient nulle part, son nom d'actrice semblait être évaporé. C'est Luc Bernard, en réactivant avec une extrême prudence une de ses vieilles sources au sein des renseignements généraux, qui finit par obtenir une piste. Sophie vivait sous le nom de jeune fille de sa mère, Hélène Girard, dans un petit village isolé du Luberon. L'information était un murmure au téléphone, un secret échangé contre la promesse de ne jamais en révéler la source. Pour Chloé, ce N était pas seulement une adresse. Était la confirmation que la peur de Sophie était si profonde qu'elle l'avait poussée à renoncer à son identité, un exil volontaire pour échapper à une ombre qui la suivait depuis 30 ans. Le trajet vers le sud fut pour Chloé une descente dans un monde de silence et de soleil écrasant. Le village était un labyrinthe de ruelles pavées et de maisons en pierre ocre, un décor de cartes postales qui masquait une solitude profonde. La maison de Sophie était assise, écart, au bout d'un chemin de terre, protégée par un haut mur et un portail en fer forgé rouillé. Tout dans cet endroit criait le besoin d'isolement, de se barricader contre le monde extérieur. Chloé sentit son pouce accélérer en coupant le moteur de sa voiture. Elle savait qu'une approche frontale serait un échec. Elle ne venait pas en tant que journaliste cherchant un scoop, mais en tant que messagère, porteuse d'un fardeau qu'elle espérait pouvoir partager, ou du moins, déposer aux pieds de la seule personne qui pouvait encore en comprendre le poids. Lorsqu'elle sonna, ce fut une femme aux cheveux grisonnants coupés courts et au visage, marqué par une anxiété permanente qui lui ouvrit. Le glamour des années 80 avait laissé place à une fragilité à fleur de peau. Sophie Laurent, ou Hélène Girard, la dévisagea avec une méfiance hostile. « Je ne reçois personne, » dit-elle d'une voix sèche. Mais avant qu'elle ne puisse refermer la porte, Chloé prononça les mots qu'elle avait soigneusement choisis. « Je viens de la part Élise Dubois. » Le nom eut l'effet d'un électrochoc. La couleur quitta le visage de Sophie, ses yeux écarquillèrent de terreur, comme si Chloé venait d'invoquer un fantôme. La main de l'ancienne actrice trembla sur le battant de la porte. Le passé, qu'elle avait tenté d'enterrer si profondément, venait de frapper à sa porte. Chloé ne lui laissa pas le temps de reprendre ses esprits. D'une voix douce mais ferme, elle enchaîna, sortant de son sac la photo de la broderie. Elle a laissé un message, Sophie. Un appel à l'aide qui a attendu 30 ans. Il m'a enfermé. JPA, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là parce qu'elle a demandé de l'aide, et que pendant 3 décennies, personne n'a écouté. Elle voyait la lutte intérieure sur le visage de Sophie, la peur panique se battant contre une lueur de curiosité et de culpabilité. Était un équilibre précaire. Un mot de trop, un geste trop brusque, et la porte se refermerait pour toujours, emportant avec elle le dernier espoir de vérité. Chloé retint son souffle, laissant le silence et le poids des mots faire leur œuvre. Voyant l'hésitation de Sophie, Chloé joua sa carte maîtresse. « Je sais pour l'enquête bâclée. Je sais pour le témoignage de la voisine que la police a fait disparaître. L'inspecteur de l'Aile, époque, Luc Bernard, m'a tout raconté. Il regrette Sophie. Il regrette d'avoir obéi aux ordres, d'avoir protégé Allard. Ce n'est plus seulement l'histoire d'Élise. C'est l'histoire d'un système qui a broyé une femme, et qui a imposé le silence à tous les autres. Vous n'êtes pas la seule à avoir eu peur. Mais aujourd'hui, nous avons une chance, peut-être la dernière, de lui rendre justice. » En évoquant la corruption policière et le remords de l'inspecteur, Chloé montrait à Sophie qu'elle était plus seule face à un homme tout-puissant, mais qu'une brèche était ouverte dans le mur du silence. Ce fut cette révélation qui fit céder la digue. L'idée que l'omerta policière était enfin brisée, que d'autres partageaient son fardeau, sembla libérer Sophie de ses chaînes. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues. Sans un mot, elle écarta de la porte, et laissa Chloé entrer. L'intérieur de la maison était sombre, les volets presque entièrement clos, comme pour se protéger d'un soleil trop cru ou de regards indiscrets. Assise sur le bord d'un fauteuil usé, Sophie Laurent commença à parler,
d'abord d'une voix brisée, puis avec une urgence croissante, comme si les mots, retenus depuis si longtemps, se bousculaient pour sortir. Le récit de 30 années de peur et de silence commença à se déverser dans la pénombre du salon. Elle décrivit la perversité de l'emprise d'Allard, bien au-delà de la simple jalousie. Il était pas seulement son amant et mécène, il était son geôlier psychologique. Il contrôlait ses finances, ses amitiés, et même son processus créatif, la rabaissant en privé tout en la célébrant en public. Sophie raconta, la voix étranglée, avoir été témoin d'une de ces crises de violence. Un soir, pour une robe jugée trop indépendante, Allard avait saisi le poignet d'Élise avec une telle force qu'il l'avait fracturée. L'incident avait été maquillé en chute accidentelle dans les escaliers. Il ne supportait pas qu'elle puisse exister sans lui, murmura Sophie. Son talent était sa plus grande fierté et sa plus grande menace. Il l'aimait comme un collectionneur aime son plus bel objet, et il était prêt à le briser plutôt que de le voir lui échapper. Puis vint le cœur du secret, la raison pour laquelle Élise devait disparaître. Quelques semaines avant sa disparition, Élise avait découvert la vérité derrière la fortune et le pouvoir d'Allard. Il ne s'agissait pas seulement de fraude fiscale. Elle était tombée sur des carnets qui détaillaient un système d'exploitation sexuelle organisée. Allard utilisait sa position pour attirer de très jeunes filles, des aspirantes actrices mineures pour la plupart, leur promettant des rôles contre des faveurs. C'était un réseau sordide, protégeant des hommes puissants, des politiciens, des magistrats. Élise, horrifiée, avait rassemblé des preuves et avait commis l'erreur fatale de le menacer. Elle lui avait donné un ultimatum, soit il mettait fin à tout cela, soit elle livrait tout à la presse. C'est alors que Sophie, tremblant de tous ses membres, livra l'information la plus glaçante. Le manoir à la campagne, balbutia-t-elle. Il y avait une pièce au sous-sol. Élise me l'avait décrite. Une porte épaisse, capitonnée. Pas de fenêtre. Il appelait ça son studio de méditation. Mais Élise avait senti quelque chose de mortel à propos de cet endroit. Elle disait que l'air y était glacé, que les sons ne sortaient pas. Elle était persuadée qu'il ne l'avait pas construite pour la musique. La veille de sa disparition, elle m'a appelé. Elle m'a dit, « S'il m'arrive quelque chose, souviens-toi de la pièce insonorisée. » Cette révélation transforma l'enquête de Chloé. Le manoir d'Allarène était plus une simple résidence. Était potentiellement un tombeau. Le témoignage de Sophie était la pièce manquante, la clé qui donnait un sens à tout le reste. La dispute violente, l'enquête étouffée, le message désespéré. L'histoire était plus celle d'une disparition, mais celle d'un meurtre prémédité pour protéger un empire criminel. En partant, Chloé sentit le poids de la responsabilité s'alourdir. Elle avait la vérité, mais une vérité si explosive qu'elle pouvait la détruire. Elle et ses sources. Sophie, épuisée mais soulagée, lui fit promettre la plus grande prudence. « Il a des yeux et des oreilles partout, Chloé. Il saura que vous êtes venue. Il saura que j'ai parlé. Maintenant, plus personne n'est en sécurité. » La peur avait changé de camp. Elle était plus une angoisse rétrospective, mais une menace imminente et bien réelle. La confirmation de cette menace ne se fit pas attendre. En rentrant à son appartement parisien tard dans la nuit, Chloé trouva la serrure forcée. Son cœur se glaça. À l'intérieur, un chaos maîtrisé. Des papiers avaient été fouillés, son ordinateur retourné, mais ce n'était pas un cambriolage ordinaire. Puis elle vit. Sur son lit, là où elle avait laissé la précieuse robe bleu nuit, il n'y avait plus rien. Le vêtement, la pièce à conviction centrale, avait disparu. À sa place, déposée avec une précision théâtrale sur l'oreiller, se trouvait une unique rose bleu foncé, presque noire, ses pétales déjà flétris. Le message était d'une clarté terrifiante. Allard savait. Il venait de reprendre la main, transformant l'enquête de Chloé en une confrontation directe et mortelle. Le vol de la robe était une déclaration de guerre. Dans son appartement violé, Chloé ne ressentit pas seulement la peur, mais une rage froide et purificatrice. La rose bleu foncé, posée sur son oreiller comme une signature macabre, n'était pas qu'une menace. Était une provocation. Un acte d'arrogance d'un homme qui se croyait au-dessus de tout. Jean-Pierre Allard ne se cachait plus. Il venait de lui dire, « Je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez, et je peux vous le reprendre quand je veux. » La perte de la pièce à conviction principale était un coup terrible, mais au lieu de la briser, elle la galvanisa. L'enquête était plus une quête intellectuelle sur le passé. Était devenu un duel personnel et mortel dans le présent. Elle saisit son téléphone, ses doigts composant avec une nouvelle urgence le numéro de Luc Bernard. Le jeu venait de changer radicalement de règle.
Au bout du fil, la voix de Luc Bernard passa de l'inquiétude à une fureur contenue. Le cynisme las de l'ancien policier évapora, remplacé par l'instinct d'un vieux chasseur qui sent le danger imminent. Il a fait une erreur, gronda-t-il, non pas pour rassurer Chloé, mais pour se convaincre lui-même. Les prédateurs deviennent imprudents quand on les accule. Il comprit immédiatement que la publication d'un article était désormais une option trop lente, trop incertaine et surtout, trop dangereuse. Allard pouvait utiliser son influence pour discréditer Chloé, la faire passer pour folle, ou pire. Il n'avait plus le temps pour les méthodes conventionnelles. Il leur fallait un coup d'eau, éclat, une action décisive qui court-circuiterait le système de protection d'Allard. « Écoutez-moi bien, » dit-il d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « On arrête le journalisme. On passe à l'offensive. » Le plan que Luc esquissa était audacieux, flirtant dangereusement avec l'illégalité. Le manoir de campagne d'Allard, celui que Sophie Laurent avait décrit comme un lieu de cauchemar, était à l'abandon depuis des années, immobilisé dans un imbroglio juridique, suite à la faillite d'une de ses sociétés. La propriété était sous scellé, inaccessible. Mais Luc avait une dernière carte à jouer, un atout datant de sa vie antérieure. Un huissier de justice lui devait une faveur, une très grosse faveur. Il pouvait prétexter l'exécution d'une vieille créance fantôme pour obtenir une ordonnance d'entrée dans les lieux. Une simple saisie conservatoire. Était un prétexte fragile, un château de cartes juridiques qui pouvait s'effondrer à tout moment, mais était leur seule et unique chance de franchir légalement les portes de cet endroit maudit avant qu'Allard ne fasse disparaître les dernières preuves. Le trajet en voiture vers la campagne normande se fit dans un silence électrique. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées et violettes, un spectacle d'une beauté presque insultante au regard de leur sombre mission. À côté d'elle, Luc était tendu, son visage une carte de route de concentration et d'appréhension. Il lui détailla le plan des lieux, qu'il avait mémorisé à partir de vieux rapports et des descriptions fragmentées de Sophie. Il lui tendit une lourde lampe torche et un talkie-walkie. On reste en contact à chaque seconde. S'il y a le moindre problème, vous sortez. Pas de bravoure inutile. Chloé sentait le froid de l'acier de la lampe dans sa main moite. Chaque kilomètre qui les rapprochait du manoir était un pas de plus vers le cœur des ténèbres, un endroit où une femme avait poussé son dernier cri 30 ans plus tôt. Le manoir apparut au détour d'une route bordée d'arbres décharnés, une silhouette massive et menaçante se découpant sur le crépuscule. Était un monument à la décadence, un palais en ruine, dont les fenêtres aux carreaux brisés ressemblaient à des orbites vides. Le portail en fer forgé, rongé par la rouille, pendait sur ses gonds. L'herbe folle avait envahi les allées, effaçant les traces de l'opulence passée. L'huissier les attendait, un homme petit et nerveux qui jetait des regards inquiets autour de lui. Sans un mot, il s'approcha de la porte principale, et brisa le scellé officiel. Le bruit sec du plastique qui cède, résonna dans le silence de mort, sonnant comme le craquement d'un os. La porte s'ouvrit en grinçant, libérant une bouffée d'air vicié, l'haleine d'un tombeau. L'intérieur était encore plus glacial. Une odeur de poussière, de plâtre humide et de pourriture flottait dans l'air. Des meubles massifs, recouverts de draps blancs, se dressaient comme des fantômes dans la pénombre, figés dans une attente éternelle. La lumière de la lune, filtrant à travers les vitres sales, dessinait des formes étranges sur le sol couvert de débris. Chaque craquement du parquet sous leurs pieds semblait réveiller les échos du passé. Chloé sentit un frisson la parcourir, une certitude irrationnelle, mais absolue. Elle était dans l'antre du monstre, sur la scène du crime. Le désespoir d'eau, Élise imprégnait les murs, une présence palpable et glaciale qui lui nouait l'estomac. Il était pas seul ici. Les souvenirs et la peur étaient leurs compagnons silencieux. Conformément au plan, l'huissier commença un simulacre d'inventaire dans le grand salon, tandis que Luc et Chloé se dirigeaient, sans un mot, vers l'escalier qui menait au sous-sol. La descente fut une épreuve pour les nerfs. Les marches en pierre étaient glissantes, couvertes d'une fine couche de mousse verdâtre. L'air devint plus froid, plus lourd, chargé d'une odeur de terre et de vin tourné. Le faisceau de la lampe torche de Chloé découpait un cercle de lumière dans l'obscurité totale, révélant des toiles d'araignées épaisses, comme du coton, et des ombres qui dansaient à la périphérie de sa vision. Était une descente littérale en enfer, un voyage vers le secret le mieux gardé de Jean-Pierre Allard, enfoui sous des tonnes de pierre et de silence. Le sous-sol était une cave immense, un labyrinthe de casiers à vin vides et de vieux tonneaux éventrés. Écho de leurs pas se répercutait sur les murs voûtés.
Luc se mit immédiatement au travail, tapotant méthodiquement les murs de pierre avec le manche d'un marteau, à l'aile, écoute d'une résonance creuse, d'une anomalie. Chloé, de son côté, balayait les murs avec sa lampe, cherchant la moindre fissure, la moindre différence de texture ou de couleur dans la maçonnerie. C'est elle qui le vit en premier. Derrière une pile de caisses de bois pourri, une section du mur semblait différente. Le mortier était plus clair, plus lisse, le travail d'une main plus récente. Était une cicatrice presque invisible sur le vieux visage de la cave, une correction subtile destinée à ne jamais être trouvée. « Je l'ai, murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Luc la rejoignit et confirma sa découverte. Était bien là, le faux mur. Sans hésiter, il sortit un pied de biche de son sac, et commença à attaquer la maçonnerie. Le premier coup résonna comme un coup de feu dans le silence oppressant, faisant pleuvoir des éclats de plâtre et de poussière. Chaque coup était un acte de profanation, une attaque brutale contre 30 ans de secret. Le travail était éreintant, la peur de l'arrivée de quelqu'un leur donnant une force désespérée. Le talkie-walkie crépita. Était l'huissier. Dépêchez-vous, j'ai l'impression d'avoir entendu une voiture au loin. La menace se rapprochait, transformant leur quête en une course contre la montre mortelle. Finalement un large pan du mur céda, révélant une ouverture sombre. Luc écarta le souffle court, et Chloé pointa sa lampe à l'intérieur. Le faisceau éclaira une petite pièce carrée, sans fenêtre, dont les murs étaient recouverts d'un capitonnage acoustique gris, maintenant moisi et déchiré par endroits. Était la pièce insonorisée. Le studio de méditation. Le tombeau. Une vague de déception et de nausée submergea Chloé. La pièce était vide. Pas de corps, pas d'ossements, rien. Juste le silence et l'odeur suffocante du confinement. Avait-il tout risqué pour rien? L'arrogance d'Allard allait-elle jusqu'à avoir fait disparaître le corps depuis longtemps, ne laissant qu'une coquille vide pour les narguer? Refusant d'accepter la défaite, Chloé se glissa par l'ouverture. Ses pieds touchèrent le sol avec un bruit mat. L'air était irrespirable, chargé d'une tristesse infinie. Elle balaya le sol de sa lampe, examinant chaque centimètre carré. C'est alors qu'elle le vit. Dans un coin, à moitié caché sous un lambeau de revêtement mural arraché, se trouvait un petit carnet à la couverture de cuir noir. Ses doigts tremblaient en le ramassant. La couverture était souple, usée par le temps. Sur le coin inférieur droit, 2 initiales étaient gravées dans le cuir, presque effacées. EDC, était le journal intime, Élise Dubois. Le cœur de Chloé s'arrêta. Elle tenait entre ses mains la voix de la disparue, son dernier témoignage. Elle l'ouvrit aux dernières pages. Écriture, autrefois si élégante, était devenue une succession de griffures désespérées, presque illisibles. Élise y décrivait sa séquestration. Elle racontait comment Allard, fou de rage après qu'elle l'eût confronté avec les preuves de son réseau, l'avait traînée dans cette pièce. Elle décrivait sa terreur, sa certitude qu'elle ne sortirait jamais vivante. Dans une dernière note, écrite à la lueur d'un briquet, elle expliquait avoir réussi à terminer la broderie sur la robe bleu nuit, qu'il l'avait laissée garder dans un acte de cruauté sadique. Était sa dernière bouteille à la mer. La dernière phrase était une traînée d'encre informe. Il revient. Mon Dieu, il. Le mot s'interrompait brutalement, comme si la plume lui avait été arrachée des mains, alors que la voix de Chloé éteignait en lisant ces derniers mots, un cri étranglé lui répondit. Était Luc. À genoux de l'autre côté de la petite pièce, il venait de ramasser un objet minuscule sur le sol poussiéreux. Était une petite bobine de bois, autour de laquelle restaient quelques centimètres d'un fil de soie d'une couleur bleu-gris très particulière. Était le fil. Le même fil que celui du message. La preuve matérielle irréfutable, qui reliait la robe, le message, cette pièce, et le journal Élise à Jean-Pierre Allard. Ils avaient tout. La confession, l'arme du crime symbolique. Au moment précis où cette certitude les frappa, le bruit distinct de pneus crissant sur le gravier de l'allée leur parvint de l'extérieur. Des phares puissants balayèrent l'obscurité de la cave à travers un soupirail. Ils étaient plus seuls. Le monstre rentrait chez lui. Le crissement des pneus sur le gravier fut un couperet qui trancha le silence de la cave. Un faisceau de phares balaya brutalement le soupirail, projetant des ombres dansantes et monstrueuses sur les murs humides. Ils étaient pris au piège. La peur, froide et viscérale, saisit Chloé à la gorge, paralysant ses membres. Mais Luc, lui, redevint en une fraction de seconde l'inspecteur qu'il avait été.
son visage se durcit, ses yeux devinrent deux éclats d'acier. D'un geste rapide, il arracha le journal des mains de Chloé, le glissa avec la bobine de fil dans la poche intérieure de sa veste, et la poussa derrière une rangée de tonneaux. Pas un bruit, chuchota-t-il, sa voix un ordre sec et sans appel. Quoi qu'il arrive, vous ne bougez pas, vous n'existez pas. Le bruit d'une portière qui claque résonna au-dessus d'eux. Le monstre était rentré dans son antre. La silhouette de Jean-Pierre Allard se dessina à l'entrée de la cave, un spectre dans la lumière blafarde de l'extérieur. Il n'avait plus rien du vieil homme fragile qu'il projetait au monde. Droit, le port altier, il dégageait une aura de pouvoir et de mépris absolu. Il descendit les marches, avec une lenteur calculée, ses yeux scrutant l'obscurité, comme un prédateur inspectant son territoire. Il n'avait pas encore vu l'ouverture béante dans le mur. Il semblait simplement humer l'air, sentir que quelque chose avait été dérangé, que son sanctuaire avait été profané. Chloé, recroquevillée dans l'ombre, retenait son souffle, chaque battement de son cœur un coup de tonnerre dans ses oreilles. Elle pouvait sentir l'odeur de son eau de Cologne coûteuse, un parfum de luxe qui se mêlait à l'odeur de mort de la pièce. C'est Luc qui rompit le silence. Il sortit de l'ombre, se plaçant délibérément entre Allard et la cachette de Chloé. « Bonsoir Allard », lança-t-il, sa voix étonnamment calme. Le producteur sursauta, son masque de contrôle se fissurant une seconde. Il reconnut Luc. Un sourire mauvais étira ses lèvres fines. « Bernard, le petit flic raté. Que faites-vous sur ma propriété? C'est une violation. Je pourrais vous faire radier pour de bon cette fois. » Luc ne scia pas. Il fit un pas de côté, révélant le trou dans le mur. « Je suis venu chercher ce que vous avez caché il y a 30 ans. Nous avons trouvé la pièce, Jean-Pierre. Et nous avons trouvé le journal D, Élise. » Le nom D, Élise, prononcé à voix haute dans ce lieu maudit, eut l'effet d'une gifle. Le visage d'Allard se décomposa, la rage remplaçant l'arrogance. « Vous n'avez rien du tout, » siffla Allard, sa main plongeant dans la poche de son manteau. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste de plus, un son lointain se fit entendre, grandissant rapidement. Une sirène. Puis deux. Le visage de Luc, S, éclaira d'un triomphe sombre et amer. « Vous voyez Jean-Pierre, je suis peut-être un vieux flic, mais j'ai appris une chose. Les monstres comme vous ne sont jamais prudents, ils sont arrogants. L'huissier qui nous a fait entrer, son appel N n'était pas un avertissement, C était un signal convenu avec la gendarmerie locale. Je leur ai dit que si je ne rappelais pas dans les 20 minutes, c'est qu'un crime était en cours. » Les gyrophares bleus et rouges se mirent à danser frénétiquement à travers le soupirail, illuminant la scène d'une lumière stroboscopique et infernale. L'arrestation de Jean-Pierre Allard fut d'une brutalité surréaliste, un contraste saisissant avec l'impunité qui avait défini sa vie entière. Les gendarmes envahirent la cave, leurs armes pointées, leurs ordres aboyant dans l'espace confiné. Allard, piégé, ne montra aucune peur, seulement une fureur glaciale, celle d'un roi détrôné. Alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, son regard croisa celui de Chloé, qui sortait enfin de l'ombre. Ce fut un regard de haine pure, une promesse silencieuse de vengeance. Luc tendit le journal et la bobine de fil à l'officier en charge. Pièce à conviction. Le journal intime d'Élise Dubois et le fil qu'elle a utilisé pour broder son dernier message. La justice, après 30 ans de sommeil, venait de se réveiller brutalement. Face au journal d'Élise, dont chaque page était une accusation posthume détaillée, la façade d'Allard s'effondra durant l'interrogatoire. Confronté à ses propres mots, à la description de sa cruauté, il finit par craquer. Dans un flot de rage et d'auto-justification, il avoua tout. Il raconta comment il avait tué Élise dans la pièce insonorisée, dans un accès de fureur après qu'elle l'eut menacé de révéler son réseau. Il confessa avoir déplacé son corps le lendemain, l'enterrant profondément dans la forêt qui jouxtait le manoir, au pied d'un chêne centenaire qu'elle aimait tant dessiner. Quelques jours plus tard, les enquêteurs, guidés par ses indications, exhumèrent les restes d'Élise Dubois. La couturière des stars avait enfin été retrouvée, non pas dans un lieu glamour, mais dans la terre froide de sa prison finale. L'affaire explosa dans les médias avec la force d'un cataclysme. Le tombeau de la couturière. Le monstre du cinéma français. Les titres S étalaient sur toutes les unes. Le public redécouvrait l'histoire d'Élise, non plus comme une légende de la mode, mais comme une martyre. Les photos glamour des années 80, la montrant au bras d'Allard, étaient maintenant juxtaposées aux images sinistres du manoir et aux croquis du légiste. La robe bleu nuit, même absente, était décrite dans chaque article, devenue le symbole ultime de la résistance face à l'horreur,
un linceul qui avait porté un cri pendant 3 décennies. Le glamour des apparences était définitivement souillé par la vérité sordide qu'il avait si longtemps cachée. Le scandale dépassa rapidement le simple fait divers. Il devint un procès sociétal, le catalyseur d'un mouvement de libération de la parole sans précédent en France. L'affaire Allard força le monde du cinéma, de la mode et de la politique à regarder en face ses propres démons. D'autres femmes, encouragées par le courage posthume d'Élise et le témoignage de Sophie Laurent, commencèrent à parler, brisant des décennies d'omerta. Des noms puissants tombèrent. Le système de protection qui avait permis à Allard de prospérer pendant si longtemps se fissura de toutes parts. La mort d'Élise Dubois, 30 ans plus tôt, devint elle, étincelle, qui alluma un incendie purificateur, révélant la pourriture qui se cachait derrière les paillettes. Le procès de Jean-Pierre Allard fut tel, événement médiatique de la décennie. Chaque jour, de nouvelles révélations sordides sur son système de prédation étaient exposées. Sophie Laurent, enfin libérée de sa peur, livra un témoignage poignant qui fit pleurer la salle d'audience. Luc Bernard, droit et digne, raconta la corruption qui avait étouffé l'enquête initiale. Mais la preuve la plus puissante resta le journal, Élise, dont des extraits furent lus à voix haute, sa voix résonnant enfin dans un tribunal. Allard, jusqu'au bout, ne montra aucun remords, seulement du mépris. Le verdict tomba, sans surprise, réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération. La justice, bien que tardive, fut totale et implacable. Chloé assista à chaque jour du procès. Elle était plus une simple journaliste, elle était devenue le lien vivant entre le passé et le présent, la gardienne de la mémoire d'Élise. Le jour du verdict, elle sentit un poids immense quitter ses épaules, remplacé par une profonde mélancolie. La quête était terminée. La vérité avait gagné. En quittant le palais de justice, elle croisa le regard de Luc. Aucun mot ne fut échangé, juste une poignée de main, lourde de tout ce qu'ils avaient traversé. Ils avaient affronté le monstre, et ils avaient vaincu, non pas pour la gloire, mais pour une femme qu'ils n'avaient jamais vraiment connue, mais dont le courage les avait unis pour toujours. Quelques semaines plus tard, Luc Bernard se rendit seul au nouveau cimetière où Élise avait été inhumée, sous une simple pierre de marbre blanc portant son nom et ses dates. Élise Dubois, 1956 à 1985, créatrice de rêves. Le titre avait été suggéré par Chloé. Il resta longtemps devant la tombe, le vent d'automne agitant les feuilles des arbres. Il n'y avait pas de triomphe dans son cœur, seulement la paix sourde d'une dette, enfin payée. 30 ans de regrets, de honte et de silence venaient de s'achever. Il déposa une seule rose blanche sur la pierre, un geste d'excuse silencieux à la femme, dont il n'avait pas su protéger la vie, mais dont il avait réussi, enfin, à honorer la mort. Sa rédemption était là, dans ce simple geste. Après le procès, Chloé utilisa tous les recours légaux pour récupérer la robe bleu nuit, qui était toujours sous scellé. Quand elle la tint de nouveau entre ses mains, le vêtement semblait différent, apaisé. Son fardeau avait été levé, son message entendu. Elle savait qu'elle ne pouvait ni la garder, ni la vendre, ni même l'exposer. Son histoire était trop lourde, trop sacrée. Un soir elle se rendit sur une plage déserte de Normandie, non loin de la maison de Luc. Elle alluma un petit feu sur le sable. Avec une infinie précaution, elle plia la robe, et la déposa sur les flammes. La soie s'embrasa, se consumant dans une lueur orange et bleue, libérant dans le vent du large, le dernier vestige de la souffrance d'Élise. Était un dernier adieu, la fin du voyage pour le témoin silencieux. Les questions posées au début avaient toutes trouvé leur réponse. Élise Dubois n'avait pas disparu. Elle avait été assassinée par l'homme qui prétendait l'aimer, Jean-Pierre Allard. Elle avait été séquestrée et tuée parce qu'elle avait découvert la noirceur de son âme, et qu'elle avait eu le courage de le défier. Son appel à l'aide, brodé dans un acte de désespoir ultime, n'était pas resté vain. Il avait traversé le temps pour trouver une oreille attentive, déclenchant une chaîne d'événements qui avaient non seulement révélé la vérité sur son sort, mais aussi fait tomber un empire de corruption et de silence. L'héritage d'Élise était plus seulement celui de ses créations magnifiques, mais celui, immortel, d'une femme dont la dernière œuvre fut une arme pour la justice. La robe bleue nuit était plus. Sur la plage normande, ses cendres se mêlaient au sable froid, emportées par la marée montante. En la regardant se consumer, Chloé Martin n'avait pas ressenti de la tristesse, mais un sentiment de libération profonde, comme si elle accomplissait un dernier rituel sacré. Ce vêtement était plus un cri de détresse,
ni une pièce à conviction. Son voyage était terminé. Il avait traversé 3 décennies de silence, passant de main en main, attendant patiemment que son message soit entendu. Il avait rempli sa mission avec une fidélité tragique. En le rendant aux éléments, Chloé ne détruisait pas une preuve, elle libérait une âme. Elle offrait à Élise Dubois le dernier adieu qu'elle n'avait jamais eu, transformant son linceul de soie en un feu de joie finale, une lumière qui élevait vers le ciel nocturne avant de éteindre pour toujours. Cette enquête a profondément transformé Chloé. Elle, était plus la jeune journaliste fascinée par les jolies choses du passé. L'histoire Élise lui avait révélé sa véritable vocation. Non pas raconter l'histoire des vêtements, mais celle des femmes que l'histoire a tenté d'effacer. Elle avait compris que derrière chaque objet oublié, chaque silence, se cachait une vie qui méritait d'être honorée. Son blog sur la mode vintage est devenu une plateforme pour des enquêtes plus profondes, des portraits de créatrices oubliées, de muses abusées, de voix étouffées par le pouvoir et le temps. Elle ne cherchait plus seulement la beauté dans les archives, mais la vérité. La robe bleue nuit lui avait appris que le journalisme le plus important est celui qui donne une voix aux morts, et qui force les vivants à écouter leurs murmures. Quant à Luc Bernard, la résolution de l'affaire ne lui a pas apporté la joie, mais une paix amère. Il a assisté à la chute d'Allard, non pas comme à une victoire, mais comme à la correction tardive d'une erreur qui avait rongé sa vie. Sa rédemption était silencieuse, personnelle, marquée par le poids des 30 années perdues. Il a continué sa vie retirée en Normandie, trouvant un réconfort non pas dans la justice rendue, mais dans le fait d'avoir enfin tenu une promesse faite à un fantôme. Il est devenu pour Chloé une figure paternelle, un mentor qui lui rappelait constamment que la vérité a un coût, et que la justice, même lorsqu'elle triomphe, laisse derrière elle des cicatrices indélébiles. Son histoire est celle d'un homme qui a eu une seconde chance, non pas d'effacer son passé, mais de l'affronter avec courage. Élise Dubois est entrée dans la légende, mais pas de la manière qu'elle aurait imaginé. Son nom n'est plus seulement synonyme de coupes audacieuses, et d'élégance parisienne. Il est devenu un symbole de résistance. Ses créations, aujourd'hui exposées dans les musées, sont regardées avec une nouvelle révérence. On n'y voit plus seulement le génie de la couturière, mais le courage de la femme. Sa dernière œuvre, n'était pas une robe, mais 3 phrases brodées dans le secret d'une doublure. Un chef-d'œuvre de désespoir et de défi qui s'est avéré plus puissant que toutes ses créations de gala. Élise Dubois a prouvé que l'art n'est pas qu'une parure. Il peut être un testament, une arme, une bouteille à la mer capable de traverser un océan de temps pour livrer sa vérité et faire tomber les tyrans. L'onde de choc de l'affaire Allard a dépassé les murs du palais de justice. Elle a déclenché une révolution culturelle, un MeToo à la française, qui a fait trembler les colonnes du temple du cinéma, de la mode et de la politique. Le nom d'Allard était que le premier d'une longue liste. Des actrices, des mannequins, des techniciennes, encouragées par le courage posthume d'Élise et le témoignage public de Sophie Laurent, ont commencé à parler. Le mur de l'omerta, si solidement bâti sur la peur et la complicité, s'est fissuré de toutes parts. La société a été forcée de regarder en face la culture de l'abus qu'elle avait si longtemps tolérée. L'histoire d'Élise est devenue un cri de ralliement, rappelant que derrière chaque grande institution se cachent souvent des secrets inavouables et des victimes qui attendent leur heure. Sophie Laurent n'est jamais retournée sous les feux des projecteurs. Après avoir livré son témoignage, elle est retournée dans sa maison du Luberon, dans son exil volontaire. La justice lui avait apporté une forme de soulagement, mais pas la guérison. Les cicatrices de la peur et de la manipulation étaient trop profondes pour être effacées par un simple verdict. Elle a trouvé une paix fragile en cultivant son jardin, en regardant les fleurs pousser, un acte simple de création et de vie qui contrastait avec le monde de destruction qu'elle avait fui. Son histoire rappelle que pour les survivants, la fin d'un procès n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un long et solitaire chemin pour réapprendre à vivre, à faire confiance, et à trouver la beauté dans un monde qui leur a montré sa plus grande laideur. La robe est partie en fumée, le journal intime est sous scellé, mais l'histoire demeure. Elle nous enseigne que les objets qui nous entourent ne sont pas inertes. Ils sont les témoins silencieux de nos vies, de nos joies et de nos tragédies. Ils absorbent nos secrets, et portent l'empreinte de nos émotions. Un vêtement peut devenir une prison ou une arme. Une vieille lettre peut contenir la clé d'un mystère. Cette histoire est une invitation à regarder le monde différemment, à écouter plus attentivement, à comprendre que le passé n'est jamais vraiment mort. Il est là, dans les greniers, dans les friperies, dans les pages d'un livre oublié, attendant simplement que quelqu'un ait le courage de tirer sur le bon fil pour que toute la vérité se dévoile.
L'affaire Allard a peut-être été résolue, mais les réseaux qui l'a protégé et les mentalités qui lui ont permis de prospérer existent toujours, tapis dans l'ombre. L'histoire d'Élise est tragiquement unique, mais elle n'est qu'une parmi tant d'autres qui attendent d'être racontées. Astérisque, astérisque. Si vous croyez que chaque voix mérite d'être entendue, même des décennies plus tard, alors rejoignez notre communauté. Aimez cette vidéo, partagez-la, et surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Dites-nous dans les commentaires, quelle histoire oubliée vous aimeriez que nous exhumions. Car ce que nous avons découvert ici n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste, et nous avons besoin de vous pour continuer à explorer les profondeurs. Astérisque, astérisque. Au final, cette histoire se résume à une vérité simple mais puissante. Une robe n'est qu'un morceau de tissu, un fil n'est qu'un fil. Mais ensemble, guidés par la main d'une femme qui refuse de disparaître en silence, ils peuvent devenir une force capable de traverser le temps, de démasquer un monstre, et de démolir un empire de mensonges. Le courage de Élise Dubois n'a pas été de confronter son bourreau, mais de croire que, quelque part, un jour, quelqu'un regarderait d'assez près pour lire son dernier message. Il a suffi d'une seule personne, 30 ans plus tard, pour décider écouter. Et cela a tout changé.